Alors bonjour à tous, enfin rebonjour à tous. Tout à l'heure, on a essayé de lancer le live, mais apparemment tout le monde ne serait pas très content avec le sujet que nous abordons dans le cadre de ce live et c'est compréhensible. C'est c'est des sujets généralement qui peuvent déranger, mais c'est très important pour nous de pouvoir, justement insister dessus parce que ce qu'on propose est très important. Donc on était en train de s'écouter cette vidéo de Romain Molina qui, nous parle des coulisses du dernier conseil d'administration du dernier, COMEX, le comité exécutif de la Confédération africaine de football et ça nous permettait de se situer clairement sur ce qu'il en est réellement. Donc voilà, globalement, il est question pour nous de pouvoir véritablement aller au bout de cette vidéo-là, d'apporter des réacts et d'apporter notre petite expertise, si on peut le dire ainsi, afin de mieux aider les uns et les autres à comprendre comment fonctionne la gouvernance du football, d'abord sur le plan africain, mais également sur le plan international. Donc voilà un peu. Maintenant, je suis en train de relancer la connexion là, un peu partout pour que ça se passe. Nous sommes en direct sur Facebook, nous sommes également en direct sur YouTube pour évoquer cette problématique. Alors, je vais revenir rapidement sur, je crois qu'on est là, je vais revenir. Reprendre Romain, on va reprendre Romain Molina pour qu'il nous donne plus de détails justement sur cette affaire. Je ne sais pas s'il faut que je recommence au début pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, ou alors ils vont juste aller sur la page et regarder le début. Mais bon, on va continuer et puis on va entrecouper de temps en temps pour faire des réacts. Allons-y. Et pour que l'Égyptien, on rappelle que Conseil de la FIFA, parce qu'on avait permis de faire un amendement pour repousser la limite d'âge, l'ouvre, c'est que vraiment, ça va pas. Il a commencé à critiquer notamment le fonctionnement, et là, ils ont été plusieurs à réclamer le départ immédiat du secrétaire général, donc Véron Mossengomba, tout puissant. On a notamment Idriss Diallo de Côte d'Ivoire, Samuel Eto'o, si je dis pas de bêtises, du Cameroun. On a Wadi Sadi d'Algérie. On a Abou Rida, si je dis pas de bêtises, d'Égypte. Et il me semble qu'il y en a encore un autre. En tout cas, c'était 4 ou 5 à réclamer directement son départ. Le secrétaire général, évidemment, a été excusé pour un deuil familial selon lui. Ce qui est certain, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'a plus le droit d'extrait depuis le 15 octobre et qu'il y a eu de multiples rapports internes montrant les défaillances et dysfonctionnements. Et dans les dysfonctionnements, il y a plusieurs présidents qui ont souligné en disant attendez, le nouveau directeur juridique, sur une certaine partie, c'est Cédric Agaï, un franco-togolais qui a été nommé directement par le secrétaire général, parce qu'en fait c'est le responsable de son bureau. Et il l'a nommé. Sauf que normalement, cette nomination, elle doit passer par le comité exécutif. Mais à la CAF, on s'en fout des statuts. C'est-à-dire que si le secrétaire général veut nommer quelqu'un, il nomme quelqu'un. Donc là, il y en a plusieurs qui se sont montrés contre cette nomination, qui ont commencé à gueuler, parce qu'en plus de ça, c'est un peu House of Cards mélangé à des American séries d'espionnage. On a eu des réunions secrètes tenues la semaine dernière au Caire, au quartier général donc de la CAF, entre certains vice-présidents et ce directeur juridique, etc. Enfin, c'est complètement... c'est paranormal. Littéralement, ce qui se passe, c'est paranormal. Entre espionnage, réunion secrète, contestation au sein du comité exécutif, nomination unilatérale, là, le comité exécutif, du moins plusieurs personnes, ont commencé à dire que non, trop, c'est trop. Alors d'autres sont mécontents, notamment le président de la Fédération du Mozambique, qui est vice-président, qui lui écrit dans le groupe WhatsApp souvent en disant, voilà, en montrant son désaccord. Et j'en ai appris une hier qui est quand même exceptionnelle. Mais vous vous souvenez de ce passage de la CAN, tous les 4 ans? Ils en ont surtout parlé sur WhatsApp. Parce qu'on prend une décision sur WhatsApp, évidemment, des fois les présidents qui disent « Oh, vous en pensez quoi de ça ?» et certains pas « Ok, c'est bon. » Donc quand je vous dis que c'est géré, mais d'une manière absolument incroyable, moi je n'ai jamais vu ça, littéralement. Donc il y en a beaucoup qui étaient mécontents, et donc on va faire qu'un seul point. Donc pour résumer, on a réclamé la dissolution de la commission arbitrale. Beaucoup ont réclamé, donc plusieurs du moins, le départ immédiat du secrétaire général Véron Mossengomba, dont l'idée c'est qu'il aille ensuite à la FECOFA, donc en République démocratique du Congo, pour potentiellement obtenir le poste de président. Et ça, c'est une volonté de la FIFA de l'imposer aux Congolais, parce qu'ils ont mis un comité de normalisation depuis des années pour, en gros, que le foot congolais stagne, etc., en attendant qu'il termine sa mission à la CAF, pour ensuite récupérer. Vous imaginez à quel point ils n'ont aucun respect. Donc, désolé de couper la vidéo à ce moment, c'est très, très, très grave ce qui est en train d'être dit et c'est très important que je rappelle cela. Il faut rappeler que pour être secrétaire général de la Confédération africaine de football, vous n'êtes pas nommé, vous n'êtes pas voté, vous êtes nommé. Et vous le faites conformément au droit du travail égyptien. Et donc,
effectivement, l'âge de départ à la retraite de Mosengo Mba en tant qu'employé selon le droit égyptien est arrivé au terme. Normalement, le secrétaire général de la CAF devrait être mis de côté. D'ailleurs, ce que plusieurs présidents de fédérations ont réclamé, notamment Samuel Eto'o, en disant non, ce n'est pas normal. On ne peut pas permettre que la CAF viole non seulement les lois du territoire égyptien, viole ses propres statuts et tout. Et donc, c'est problématique. Donc, malheureusement, Mosengo Mba est maintenu. D'ailleurs, il faut dire qu'il a boycotté la réunion. Il doit être à toutes les réunions du comité exécutif du COMEX. Bon, on dit qu'on l'a excusé parce qu'il a eu un deuil familial, d'accord. Je dis boycotter, j'exagère un peu. Mais il faut rappeler qu'il y a par exemple aussi le président de la fédération marocaine, Fouzi Lekja, qui n'était pas là à cette réunion-là. Bon, on n'a pas donné la raison officielle, mais on peut imaginer quand même que le Maroc n'est pas très content ces derniers temps. Donc voilà. Donc c'est dans cet imbroglio-là que fonctionne aujourd'hui le football africain. Et le plus grave, parce que quand on dit est-ce que Véron Mosengo Mba peut être président de la FECOFA, ça, ce sera l'une des plus grosses. En fait, ce sera le retour de la colonisation. Parce que ce qu'on ne dit pas, Véron Mosengomba, en réalité, il est d'origine congolaise, mais il n'est pas congolais. Il est suisse. Il a grandi en Suisse, il a fait ses études en Suisse. D'ailleurs, c'est le camarade de classe de Gianni Infantino. Ils ont travaillé ensemble à la FIFA. Et lorsque la FIFA a voulu, moi c'est le terme que j'utilise, coloniser la CAF, ils ont d'abord envoyé la secrétaire générale, l'ancienne secrétaire générale Fatma Samoura, qui était la secrétaire générale de la FIFA. On l'a d'abord envoyée à la CAF pour coloniser la CAF. On s'est rendu compte qu'elle ne répondait plus aux exigences, on l'a déboutée et on a envoyé Véron Mosengomba, qui travaillait à la FIFA, on l'a envoyé à la CAF pour justement assurer la suite de la colonisation. Et maintenant, vu que les textes, les statuts ne lui permettent plus d'être secrétaire général, ce que la FIFA veut, c'est qu'il puisse être débouté, certes, de son poste de secrétaire général, mais qu'on l'envoie au Congo, comme Teng au Congo, pour aller être président de la Fédération congolaise de football et le renvoyer à la CAF pour occuper un rôle central au niveau de la gouvernance. Que vous voyez un peu dans quel genre de mafia on est en train de fonctionner. C'est assez dommage qu'on en soit arrivé là. On va continuer la vidéo et on aura l'occasion d'approfondir l'analyse tout à l'heure. Respect pour la souveraineté africaine, ces gens-là, quand même. Moi, je serais président de la République démocratique du Congo, je dirais, mais ces gens, ils se prennent pour qui? C'est notre pays, quand même. On va arrêter que le pays soit gouverné depuis Zurich, depuis le Caire, ou que sais-je encore. Et donc, après ce fiasco, c'est un fiasco absolu, ce comité exécutif, qui a été globalement très tendu, on n'a abordé finalement aucun autre point, Patrice Motsepe, oui, thank you, bon, il part. Conférence de presse, et là, il nous dit... Alors évidemment, il a parlé de notre article dans le Guardian en disant mais oui, c'est complètement faux. La CAN va se dérouler en 2027. Alors il y a un retard incroyable et abyssal, notamment en Ouganda, au Kenya, pour les routes, pour plein d'autres choses. Le président du comité d'organisation du Kenya a lui-même dit ce serait mieux 2028. Surtout qu'il y a des élections en fait en 2027, l'été 2027 au Kenya. Et on a vu les situations politiques en Ouganda et en Tanzanie lors des dernières élections présidentielles. Donc je pense qu'ils vont s'en servir. Même au comité. Alors, voilà, pour ceux qui suivent aussi un peu l'actualité de la Corne ou de l'Afrique, du moins c'est l'actualité de l'Afrique de l'Est, oui, les contextes d'élection sont des contextes généralement difficiles. Mais moi, je me pose une certaine question. Sur quelle base on a désigné, on parle quand même, ce n'est pas un pays organisateur, ce n'est pas deux pays organisateurs, c'est trois pays organisateurs. Bon, que le Cameroun ait eu du retard dans ses travaux parce que, bon, un pays organisateur, ça peut être difficile, que la Côte d'Ivoire ait eu peut-être quelques petits retards parce qu'un pays organisateur, ce n'est pas facile. Mais vous ne pouvez pas avoir trois pays organisateurs, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya, et qu'aujourd'hui, on nous dise que les trois pays ne sont pas prêts. Enfin, on nous a toujours rabâché les oreilles en nous disant oui, mais vous allez voir ce que vous allez voir, l'Afrique anglo-saxonne, elle est très, très développée, elle est très orientée, elle est très ceci, c'est vrai, mais c'est inquiétant. La façon dont on nous vend le Kenya, ce n'est pas un petit pays, c'est un grand pays de sport. La plupart des grands athlètes du monde sont kenyans. Comment on explique qu'aujourd'hui, le Kenya soit en train de se demander est-ce qu'on ne devrait pas plutôt glisser, parce que c'est le terme justement qui a été créé, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt aller sur un glissement de la CAN point P pour trois pays organisateurs? À un moment, c'est ridicule. L'image qu'on veut aussi donner de l'Afrique est assez déplorable. Quand même, c'est la première fois de l'histoire, depuis 1957, que la CAN sera organisée par trois pays. Et on nous explique que les trois pays ne sont pas prêts
pour organiser une CAN qui doit se jouer dans quoi? Dans un an par là? Voilà, ce sont les questions qu'il faut se poser. Maintenant, la question qu'on se pose, sur quelle base la CAF a attribué la tri-organisation de cette compétition si justement on devait se retrouver là en train de tergiverser, ils sont prêts ou ils ne sont pas prêts. Bref, continuons la vidéo, on aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure. Les exécutifs, beaucoup sont au courant que ça va être très compliqué d'avoir la CAN en 2027 et qu'on risque de la décaler en 2028 et potentiellement d'éliminer l'édition 2028, d'avoir qu'une seule CAN et ensuite de passer à une CAN tous les 4 ans. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Mais là, mode CP, évidemment, devant tous les médias, non, 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 pas de problème et tout. On passe de 24 à 28 aussi pour les CAN. Ok, bon, ils n'ont pas parlé, tout va bien. Et la CAN féminine, tout va bien. Mais ils n'en ont pas parlé dans le comité exécutif. Comment il peut dire ça? Ils n'en ont pas parlé. Je rappelle que la CAN féminine est censée débuter. Alors, là, on va parler tout à l'heure de la CAN féminine. Mais déjà, la problématique des CAN de tous les 4 ans. Il faut dire que, d'ailleurs, je pense que peut-être Molina va le révéler dans la vidéo, c'est une affaire de passe-passe qui s'est fait sur WhatsApp, vite fait. On a dit, OK, les gars, qu'est-ce que vous pensez de la CAN qui doit se jouer tous les 4 ans sur WhatsApp? Et certains présidents n'étaient pas d'accord, d'autres étaient d'accord. Et le président est parti en conférence de presse, il a annoncé que la CAN va passer tous les 4 ans. Et aujourd'hui, la CAN féminine, le problème, c'est que la CAN féminine doit se jouer dans un mois. On ne sait pas si le Maroc va organiser. La principale personne qui pouvait justement confirmer cette information lors du COMEX, écoutez très bien, il n'est pas venu, il a boycotté la réunion. Le président marocain de la fédération marocaine, qui est aussi ministre des Sports, Fouzi Lekja, il n'est pas venu à la réunion du comité exécutif. Il faut rappeler que c'est le premier, me semble-t-il, le premier, le deuxième vice-président de la CAF. Il a refusé de venir à la réunion. Et du coup, au moment où on parle, le président Motsepe, il bavarde, mais lui-même, il n'est pas au courant, puisqu'il ne vit pas, il n'est presque pas connecté, il ne maîtrise pas vraiment les dossiers. Donc, on ne sait pas si la CAN féminine, parce que les équipes ont commencé leur préparation, les équipes sont en pleine préparation. On ne sait pas si la CAN féminine va se jouer ou elle ne va pas se jouer, ce qui rend la chose très, très, très complexe. Bref, continuons la vidéo, on aura l'occasion de revenir dessus. Dans un mois, que le Maroc a demandé le report, parce qu'ils ont dit que oui, pour le calendrier, etc., on ne peut pas. Et Motsepe a dit non, parce qu'on ne peut pas avoir de report, parce qu'après, il y a des journées de qualif Coupe du Monde. Et t'as l'Afrique du Sud, on sait, par l'intermédiaire de sa vice-première ministre, qui avait dit que bon, vous allez l'accueillir. Après, ça avait tempéré, la ministre sud-africaine avait dit que non, mais qu'il y avait quand même des pourparlers. Alors évidemment, s'il y a des pourparlers, c'est qu'il y a un souci. Donc on fait quoi dans un mois? C'est-à-dire que là, on ne sait pas si la CAN féminine va avoir lieu. La CAF a dit oui, le Maroc a dit bah non, on demande un report. Et hier, la personne la plus importante pour ça, Fouzi Lekja, montre sa désapprobation, il vient même pas. Voilà l'état de la CAF. Et on a un président qui va chantonner, qui va nous dire que tout va bien, dans le meilleur des mondes, on a parlé de ça, alors qu'ils n'ont même pas fait. Je rappelle qu'il y a 2 ans, la CAF a publié des états financiers qui ont été contestés quand même par le responsable des audits de la CAF, Zazi le Marocain, qui globalement a dit les états financiers qu'ils ont montrés ne sont pas vrais. Imaginez la gravité. Et je vais terminer. Bref, c'est absolument n'importe quoi comme vous le voyez, c'est une CAF complètement à la dérive malheureusement. On évoquera les prochaines semaines parce qu'elle risque d'être assez tendue. Oui, peut-être avant de venir sur la conclusion de Romain Molina, il faut dire également effectivement qu'il y a un problème financier qui se pose. Déjà, il faut dire que Fouzi Lekja, jusque-là, jusqu'à un bon moment, avait été le président de la commission des finances. Ça, c'était à l'époque d'Ahmad Ahmad. Aujourd'hui, c'est un autre Marocain, justement, qui est responsable des audits des comptes de la CAF. Et pour l'instant, les voyants sont au rouge. Mais la question que tout le monde se pose, comment on explique que la CAF n'a jamais eu autant de sponsors? Par exemple, pour la dernière CAN, juste pour que vous compreniez un peu le phénomène. La CAN en 2021 au Cameroun, qui s'est déroulée en 2022, j'étais dans le comité d'organisation, notamment dans la commission marketing. Donc, c'est nous qui avons négocié la plupart des contrats de sponsoring et surtout la mise en place des activations marketing lors de la compétition. On avait 9 sponsors. 9 sponsors. Au Cameroun, 9 sponsors en 2021. Au Maroc, on avait 23 sponsors. 23 sponsors. Mais comment on explique que la compétition la compétition est rentable? D'ailleurs, le price money a augmenté, mais on a l'impression que la CAF financièrement a du mal à joindre les deux bouts. Parce que justement, la gestion est catastrophique, cataclysmique. Le président, il n'est pas là. La FIFA a la main mise sur toute la confédération et pratiquement sur toutes les compétitions. La FIFA a la main mise sur toute l'organisation. Et donc, c'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de rébellion. Quand vous voyez certains présidents, par exemple, comme Samuel Eto'o, le président du Sénégal, il faut rappeler qu'il y a également
des griefs personnels. Par exemple, Samuel Eto'o a été suspendu par la CAF. D'ailleurs, il est aujourd'hui membre du comité exécutif, mais en réalité, on n'a pas voulu de lui au comité exécutif parce qu'on savait que c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir monter une rébellion et c'est le cas aujourd'hui. Eto'o montre qu'il est capable de monter cette rébellion-là. Samuel Eto'o, on a voulu empêcher sa participation, enfin, du moins son élection, et il a eu gain de cause au TAS. Et aujourd'hui, beaucoup lui en veulent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été sanctionné. Pourtant, on a vu les réactions de plusieurs présidents comme Fouzi Lekja, il n'a jamais été sanctionné pour son attitude. Mais Samuel Eto'o, lui, il a été sanctionné. Et du coup, cette petite rancœur-là que certains présidents de fédérations africaines commencent à se demander. Ils ont l'impression qu'on les utilise juste comme des marionnettes et que lorsque quelqu'un veut lever le petit doigt, eh bien, on coupe sa tête. Et c'est pour cela que ça pose aujourd'hui problème. Donc, on va laisser Romain Molina conclure sa vidéo et puis on va revenir sur une analyse beaucoup plus large. Pour la première fois, je le répète, on a même eu Patrice Motsepe qui a été directement contesté au sein de son comité exécutif. Alors ça ne veut pas dire que le courage est revenu chez tous ces présidents de fédération, mais on va le souhaiter quand même parce que plus que jamais là, le navire tangue et tangue et tangue, et après avoir été soumis à tant de décisions pendant tant d'années, avoir accepté des petits postes et des rémunérations, en gros, pour la fermer au détriment de l'intérêt du football africain, ce serait bien que le comité exécutif de la CAF, pour une fois, soit simplement le comité exécutif et montre qu'il a des responsabilités et un rôle réel de décision. Cette décision aujourd'hui, elle s'est montrée par un mécontentement, c'est bien, c'est une première étape, mais il faudra beaucoup plus pour la souveraineté du football africain parce que malheureusement, le football africain en a perdu une grande partie. Sur ce, keep the faith. Bonsoir Wilfried. Cette chanson vous la connaissez bien, hein? C'est un peu. C'est que des bons souvenirs. Ok. Donc, on va terminer cette séquence. On va revenir pour faire une petite analyse donc, de la situation. Et donc, comme je disais, le vrai problème aujourd'hui de la Confédération africaine de football est que cet imbroglio-là, il a débuté malheureusement au départ d'Issa Hayatou. Je vous explique rapidement le contexte. Issa Hayatou arrive à la CAF en 1988. Avant ça, il est d'abord secrétaire général de la FECAFOOT et puis président de la FECAFOOT. Et c'est sous sa présidence que le football camerounais devient véritablement quelque chose d'explosif. En termes de résultats, il faut rappeler quand même que dans les années 80, le Cameroun a pratiquement tout gagné. Tout. Je dis bien tout dans les années 80, notamment en commençant par la Champions League en 1980, du Canon de Yaoundé qui s'est à juger, me semble, sa troisième Champions League en 1980. Juste après ça, en 82, le Cameroun va à la Coupe du Monde, revient de la Coupe du Monde invaincu, qui est quand même énorme déjà en 1982. 84, le Cameroun gagne la CAN. 86, le Cameroun joue la finale de la CAN en Égypte contre l'Égypte, dans un contexte très très compliqué. Malheureusement, l'Égypte remporte. 88, le Cameroun remporte encore la CAN. Et là, ça tombe à un moment où le président de la CAF décède de l'époque. Il s'appelle Yitnekachu Tessema. C'est le président. Il est d'origine éthiopienne, d'ailleurs, ancien joueur éthiopien, ancienne vedette du football éthiopien et père fondateur de la CAF. Père fondateur. Parce qu'il faut dire que la CAF a été créée par 4 pères fondateurs et Yitnekachu Tessema fait partie de ces pères fondateurs-là. Et donc, le président, le tout premier président de la CAF à ce moment-là, en 1956-57, c'est Abdelaziz Abdallah Salam, et qui dirige la CAF. La CAF est dirigée par des Égyptiens jusqu'à un certain moment, jusqu'en 1976. Et à 1976, Tessema prend les rênes. Malheureusement, il décède en 1987. Donc, quand Tessema décède, la CAF est une grande organisation parce que vraiment, elle a réussi à mener un certain nombre de combats, lutter contre l'apartheid. Elle a réussi vraiment à s'imposer et la CAN se joue régulièrement. C'est-à-dire de 1957 jusqu'à l'arrivée d'Issa Hayatou. La CAN, d'ailleurs, jusqu'à son départ même, la CAN n'a jamais été renvoyée, n'a jamais eu de glissement. La CAN se joue régulièrement. C'est-à-dire, il y a une édition en 57. L'édition de 57 se joue uniquement avec 3 pays. Le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte. Malheureusement, l'Afrique du Sud est sanctionnée à cause de l'apartheid. Donc, l'Afrique du Sud est sanctionnée, suspendue, exclue même d'ailleurs en 1957, lors de la première CAN. Elle ne reviendra qu'en 1996
en organisant justement sa CAN et tout. Donc, lorsque Issa Hayatou arrive en 1988, c'est donc dans un imbroglio total parce que le président de la CAF vient de mourir, Nekatu Tessema, et Issa Hayatou décide donc de porter justement le projet. Et il se rend compte que la difficulté justement que la CAF aura, c'est au niveau du financement. Et jusque-là, l'institut fonctionne essentiellement sur les cotisations, les aides, les dons. Et lorsqu'une organisation fonctionne sur les cotisations, les aides et les dons, comme on dit, la main qui donne réclame. Et il va comprendre que dans un premier temps, il n'a pas le choix. Il doit comprendre le système. Il doit collaborer avec les chefs d'État pour qu'ils mettent de l'argent dans le fonctionnement. Tout au moins, même s'ils ne veulent pas financer la CAF elle-même, ils doivent quand même financer sa compétition phare. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous pensez, la CAN est financée par le pays hôte. Le Cameroun, par exemple, pour l'organisation de la compétition, a dépensé tout, a pris toutes les dépenses en charge, sauf le prize money. Le prize money est reversé par la Confédération africaine de football, mais toute l'organisation est faite par le pays hôte. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de pays, économiquement, ont du mal souvent à se relever après une CAN, parce que la CAN épuise énormément économiquement. Et donc, il part de ce principe-là, mais il est conscient que pour que l'institution fonctionne et qu'elle devienne grande, elle a besoin de plus de ressources. En 1998, il rencontre un monsieur qu'on appelle Jean-Claude Darmon. Je vous raconte toute cette histoire pour que vous compreniez aujourd'hui où se trouve la CAF et que vous compreniez pourquoi ça ne marche pas. Parce que généralement, les informations que vous allez avoir, on va toujours vous dire oui, il y a tel problème, il y a tel problème. Je vous raconte cette histoire pour que vous puissiez comprendre d'où est-ce que la CAF part et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Donc, je reviens en 1998, Issa Hayatou rencontre un monsieur qu'on appelle Jean-Claude Darmon. Jean-Claude Darmon est ce qu'on appelle, il est surnommé en France l'argentier du football français. C'est Jean-Claude Darmon qui permet le développement du sport business ou même du foot business en France. Pourquoi? Parce que c'est Jean-Claude Darmon qui a mis en connexion la Ligue de football professionnelle française et Canal+. Parce que jusque-là, les droits télé en France, ce n'était pas trop ça. Et donc, Jean-Claude Darmon a réussi à faire en sorte que le groupe de télévision, à l'époque, je crois que c'était juste la chaîne de télévision Canal+, que Canal+ puisse financer le football français à travers les droits télé. Et il discute avec Issa Hayatou en 1998 et lui dit voilà ce que j'ai fait avec le football français. Je pense que si on s'accorde, je peux faire pareil avec le football africain. Issa Hayatou lui dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui dit on peut aller sur la base de négocier avec des télévisions qui sont capables d'acheter les droits télé. Et il lui dit oui, mais moi je te fais confiance, c'est bien ce que tu dis, tu l'as fait avec la France, c'est bien, mais moi je ne peux pas prendre ce risque-là. Ce que je te propose, c'est que si tu penses que ça va marcher, d'accord, tu vas me verser un montant, moi je te cède les droits de la compétition, tu restructures la compétition, tu vends les droits télé. Si les droits télé sont au-dessus de la somme que tu m'as versée, on se partage le résidu. Si c'est en dessous, tu perds. C'est un peu comme, c'est un peu un modèle d'assurance. Damon réfléchit et Damon propose effectivement, et dit à Issa Hayatou, je suis d'accord. Il signe un contrat et Damon décide de créer une entreprise qu'il appelle Spot5. Spot5. C'est Spot5 qui va donc gérer ce deal-là avec la CAF. Et il verse, écoutez très bien, Spot5 verse à Issa Hayatou et à la CAF, logiquement, 1 milliard d'euros. Bon, 1 milliard de francs français à l'époque, parce que l'euro ne vient qu'en 2002. Mais c'est une somme approximative d'1 milliard. Il dit, je te verse 1 milliard sur 10 ans. Et sur 10 ans, nous avons les droits de la CAF, de la CAN. Nous restructurons la compétition, nous organisons le cahier de charges et nous vendons le spectacle aux chaînes de télévision. Et c'est comme ça que les premières chaînes de télévision sont contactées, notamment CFI, pour ceux qui se souviennent un peu de l'histoire. C'est CFI qui, à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, c'était un groupe de télévision francophone qui était un peu l'équivalent de TV5 Monde aujourd'hui. Donc CFI achète les droits et CFI commence à diffuser la CAN. Et progressivement, le spectacle, la phase test de cette compétition-là, c'est en 2000 au Ghana et au Nigeria, avec la CAN au Ghana, au Nigeria.
progressivement, la CAN commence à avoir de l'impact. On le voit également en 2002 au Mali, 2004 en Tunisie. Et donc, Darmon, qui est devenu Sport 5, commence à faire des revenus. Et la CAF se dit, bah, tu vois, c'est ce qu'on s'est dit, c'est bon, tu as fait des revenus, on va se partager les reliquats. Et c'est un modèle qui a marché. En 2015, me semble-t-il, la CAF signe pratiquement le même type de partenariat. On appelle, généralement dans notre jargon, ça s'appelle les contrats les contrats garantis, les contrats à revenus garantis. Ça permet en réalité de pouvoir, pour l'entreprise, pour le producteur, le détenteur de droits, de se protéger en réalité. C'est ce qui s'est passé. En 2015, la CAF signe presque le même partenariat avec Lagardère. Lagardère verse 1 milliard d'euros sur 10 ans également. Même processus. Ça permet à la CAF, quoi qu'il arrive, que la CAN se joue, que la CAN ne se joue pas, la CAF est sûre que chaque année, elle aura au moins dans son chiffre d'affaires 100 millions d'euros, quoi qu'il arrive. C'est un modèle qui a marché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Issa Hayatou est débarqué en 2017, Ahmad arrive, première chose qu'il fait, c'est ce que j'appelle le péché originel dans lequel le football africain se trouve. C'est pour ça qu'on a perdu notre indépendance. C'est pour ça qu'on est dans tout cet imbroglio que vous voyez là. Ahmad décide de mettre fin au partenariat avec Lagardère. Je vous rappelle un partenariat qui rapportait à la CAN chaque année, à la CAF chaque année 100 millions. Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que Total, le sponsor, ait versé de l'argent, que la CAN s'est jouée, quoi qu'il arrive, 100 millions d'euros. Ahmad met fin à ce contrat. Et du coup, la CAF se retrouve dans une situation où elle n'a pas de revenus garantis. Ces revenus reposent essentiellement sur certains sponsors majeurs comme Total, 1xBet, Orange et tout ce qui va avec. Mais sauf que les montants versés par ces entreprises-là ont déjà été versés auparavant. Ce ne sont pas des montants garantis, ça a déjà été versé. Peut-être même la CAF a déjà consommé ces montants-là, mais elle doit respecter les contrats vis-à-vis de ces entreprises. Et donc, lorsque vous allez dans ce contexte-là, il n'y a plus de revenus garantis. Certes, les sponsors viennent. C'est le cas, je vous l'ai dit, au Maroc, il y a eu 23 sponsors et pas des moindres. L'Union européenne, énormément, vous avez pu le voir pendant la compétition. Donc, il y a les sponsors, mais sauf qu'il y a également des problèmes, il y a des dettes. Et l'avantage aussi, quand même, il faut dire, au départ de Issa Hayatou, la CAF ne loue pas. Le bâtiment dans lequel se trouve aujourd'hui la CAF, à 6 octobre, c'est dans la périphérique de la ville du Caire, où je résidais, où j'ai travaillé également. Le bâtiment a une valeur aujourd'hui de près de 50 millions d'euros. Et le bâtiment appartient à la CAF. Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui, justement, avaient travaillé sur le système de management d'Issa Hayatou, tel que je le raconte dans mon ouvrage que je vais publier bientôt, étaient dans une logique, avait une certaine philosophie. Et cette philosophie a été détruite par Ahmad. Et lorsqu'Ahmad s'est rendu compte qu'il avait été utilisé par la FIFA, il a décidé de vouloir se rebeller. Comme la rébellion dont on parlait tout à l'heure, la FIFA a décidé de lui couper les ailes en revenant sur un partenariat parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, première chose, il a mis fin au contrat de Lagardère. Deuxième chose, il a mis fin au contrat qu'il y ait la CAF et Puma. Parce que, bon, aujourd'hui, l'équipementier de la CAF, c'est Puma, mais ce n'était pas le cas. Il a décidé de rompre le contrat entre la CAF et Puma pour signer avec une entreprise qu'on appelait Tactical Steel. C'était l'entreprise d'un de ses petits amis qui vit en France. Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu conflit d'intérêts, délit d'initié et blanchiment d'argent. Donc, il a été justement épinglé par la justice française. Je parle d'Ahmad à cause de cela. La FIFA a utilisé cela contre lui et a dit, ah, il y a un problème de gouvernance, il faut que la FIFA vienne contrôler cela. Or, ce n'est pas prévu dans les statuts de la CAF. Il n'est pas prévu dans les statuts de la CAF que la FIFA vienne instaurer un comité de gouvernance. Mais qu'est-ce que la FIFA a fait? La FIFA a poussé Ahmad, vu qu'il était dos au mur avec ses histoires de corruption. La FIFA a poussé Ahmad à demander qu'elle vienne l'aider dans la gouvernance. La FIFA a envoyé sa secrétaire générale, Fatma Samoura, pour, entre guillemets, venir améliorer la gouvernance de la CAF. Elle est arrivée,
Ils ont fait plusieurs audits. Effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu beaucoup de magouilles. Pourquoi? Lorsque Issa Hayatou arrive à la CAF en 1988, dans les caisses de la CAF, lui-même il le dit, d'ailleurs, j'ai produit une série documentaire que je vais publier bientôt, une série documentaire de 5 épisodes inédites, jamais diffusée dans aucune télévision, avec des archives totalement exclusives. Et dans ces archives-là, justement, Issa Hayatou explique ce qui s'est passé lorsqu'il arrive à la CAF. Il y avait dans les caisses 1 million 1 million 300, disons environ 1 million 300 000, 1 million 300 000 euros, dollars, 1 million 300 000 dollars, 1 million 300 000 dollars lorsqu'il arrive à la CAF, tout compte confondu au Caire et en Suisse. Lorsque Issa Hayatou part dans les caisses de la CAF, écoutez très bien, dans les caisses de la CAF, il y a en réserve, c'est-à-dire que ce n'est même pas, c'est pas les actifs, c'est en réserve, c'est-à-dire cash dans les caisses de la CAF, 250 millions de dollars. Je répète, 250 millions de dollars. Lorsque Ahmad Ahmad est épinglé et part de la CAF, dans les réserves de la CAF, on a une somme qui avoisine les 50 millions de dollars. Ça, ce sont les chiffres qui viennent des audits commandés par la FIFA, des audits effectués par PwC, qui est l'une des premières structures au monde en matière d'audit financier, PwC, qui est donc cette structure américaine-là. Donc, vous voyez le gap, regardez bien le gap. Au départ de Issa Hayatou, on est à 250 millions de dollars dans les caisses de la CAF. Au départ d'Ahmad Ahmad, on est à 50 millions de dollars. La question que tout le monde se pose, où peut passer l'argent? Il a détourné, il a mangé avec ses petits amis, avec ses petits copains, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, la FIFA utilise ce prétexte, à juste titre, se dit, oh, il faut normaliser. Et lorsqu'elle décide donc de normaliser, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie sa secrétaire générale, Fatma Samoura, qui gère la CAF pendant un certain moment. Et lorsque les contrats, les audits sont révélés, et je rappelle que ces audits n'ont jamais épinglé Issa Hayatou. Jamais, aucun de ces audits. Issa Hayatou a été. Ahmad Ahmad a monté une histoire comme quoi, lors du contrat avec la. Pardon. Lors du contrat avec la Garda, il y a eu une violation du règlement publicitaire de la loi égyptienne en matière de monopole. C'est ce qu'il a déclaré. Et d'ailleurs, je pense que Issa Hayatou a été blanchi de cette affaire. D'ailleurs, à l'arrivée de Motsepe, lorsque Motsepe arrive, Motsepe, première chose, c'est qu'il nomme Issa Hayatou président d'honneur de la Confédération africaine de football. Donc, pour revenir, Ahmad Ahmad est donc épinglé, Fatma Samoura arrive, elle finit ce qu'elle a à faire, et donc la FIFA décide de porter comme président Motsepe, Patrice Motsepe. Motsepe, il est le président de Mamelodi Sundowns, qui est un qui est un club sud-africain qui fait de bons résultats au niveau des compétitions africaines. Et c'est un milliardaire, parce que Motsepe, c'est un multimilliardaire. Et on se dit, OK, si on met à la tête de la CAF un multimilliardaire, peut-être qu'il n'aura pas besoin d'aller piquer dans les caisses. C'est ce qu'on s'est dit. Mais sauf que le problème, c'est quoi? C'est que la FIFA, lui, personnellement, il n'en a rien à faire. Il est multimilliardaire, il a ses business, il a son club, il a ses problèmes en Afrique du Sud. Il n'en a rien à faire du football africain. C'est pour cela que tout à l'heure, Romain Molina vous dit dans la vidéo que lorsque les présidents ont dit comment est-ce normal que l'arbitre qui arbitre le match d'ouverture soit celui qui arbitre également la finale. Et on sait que l'arbitre, c'est quelqu'un il est le premier à dire ah bon? C'est-à-dire, lui, il est le président de la CAF. Il ne savait pas que l'arbitre qui arbitre le match d'ouverture de la CAN au Maroc, c'est le même qui arbitre le match à la finale. Il dit, quand les présidents disent ça lors de la réunion, le commerce, il dit que, hey, ah bon? Donc, il ne savait pas. Parce que justement, il n'est pas vraiment concentré. Et la FIFA utilise cela. Et la FIFA a donc mis un de ses pions comme secrétaire général, qu'on appelle Véron Mosengo Ongba. Sauf que, comme je l'ai dit dans mon précédent live, Véron Mosengo Ongba, conformément au code du travail égyptien et conformément au texte de la CAF, n'a plus le droit d'être secrétaire général parce qu'il a dépassé l'âge pour être un employé selon le code du travail égyptien et selon les statuts de la FIFA. Donc, il doit aller à la retraite. Et aujourd'hui, la FIFA veut l'imposer, veut qu'il rentre au Congo. Pourtant, il n'est même pas congolais.
il est d'origine congolaise, mais il est de nationalité suisse. La FIFA veut l'envoyer au Congo pour être président et le remettre à la CAF pour justement continuer son travail. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Je vous ai raconté toute cette histoire pour que vous compreniez d'où part le football africain. Je ne dis pas ici, mon intention n'est pas de dire ici, et je le dis encore dans mon ouvrage à paraître, je ne dis pas que Issa Hayatou était le meilleur président du monde et nous n'avions aucune relation, je ne le dis pas parce que voilà, mais ce que j'évoque, c'est comment on a fait pour partir d'une organisation qui était complètement à la ramasse pour devenir la troisième plus grande organisation de football au monde après la FIFA et l'UEFA, et qu'aujourd'hui, cette organisation-là, cet héritage qu'a laissé Issa Hayatou soit géré par des gens qui ne savent même pas ce qu'ils foutent là, en fait. Ou des gens veulent simplement, chacun vient pour essayer d'avoir son petit strapontin. Regardez les minutes, même si ce sont des minutes officieuses, d'une conférence, d'un comité exécutif où des gens se parlent comme dans la cour de récréation, où le président ne connaît absolument rien. Il y avait plusieurs points prévus à l'ordre du jour. Il y a un seul point qui a été abordé lors du COMEX. Et ce point, c'est l'arbitrage. Et le président de la commission d'arbitrage vient de dire des dingueries. Il dit, je n'avais pas le contrôle sur les arbitres. Comment toi, tu es président de la commission d'arbitrage, tu n'avais pas le contrôle sur les arbitres pendant la CAN? 2, il dit, lorsque le problème, lors de la finale Maroc-Sénégal s'est déclaré, je suis descendu. Pourquoi tu es descendu? Je suis parti parler à l'arbitre pour lui dire que lorsque les joueurs vont revenir, il doit leur donner des cartons jaunes. Ce n'est pas ton travail. 3, il dit que de toute façon, les arbitres sont corrompus. Il le dit clairement. Il dit, les arbitres sont corrompus. Si on ne les professionnalise pas, ils iront toujours voir ailleurs, c'est-à-dire se faire corrompre. Ça, je vous dis, voilà ce que le président de la commission de l'arbitrage dit. Et ça fait en sorte que ça a cafouillé la réunion. Les autres présidents n'ont pas voulu continuer la réunion. Et le président Motsepe vient en conférence de presse, nous dit, tout va bien, ne vous inquiétez pas, la CAN aura lieu en 2027, il y aura une autre en 2028. La CAN, tout est beau dans le meilleur des mondes. Pourtant, ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, on en est là, en fait. Donc, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. La première question qu'il faut se poser, c'est celle autant pour moi de l'indépendance de la CAF. Tant que la CAF ne sera pas indépendante, on aura du mal. Ils ont besoin qu'on ait ce genre ils ont besoin de ce genre de récit, de ce genre de narratif où les gens vont venir dire la CAF c'est du n'importe quoi, alors il faut qu'elle soit gouvernée par la FIFA. Vous avez l'UEFA qui va dire oui, mais vous avez raison, il faut que la CAN se joue tous les 4 ans, il faut que la CAN se joue en été. Nous, on n'a pas d'été en Afrique. On n'a pas d'été en Afrique. On n'a pas d'été, on n'a pas d'hiver, on n'a pas vos trucs. Donc, pourquoi vous voulez nous forcer à s'adapter sur un calendrier qui n'est pas le nôtre? Le calendrier du football américain, comme ils appellent ici soccer, n'est pas aligné sur le calendrier de la FIFA ou de l'UEFA. Au moment où je parle, c'est la trêve. Aux États-Unis, la MLS est en trêve. Ils vont reprendre le championnat fin février. Fin février. Pourtant, les autres ont repris. En Europe, ils ont pris en juin. Ça ne dérange personne. Mais pourquoi nous, en Afrique, vous voulez que notre calendrier soit aligné sur le calendrier européen? Voilà les questions qu'il faut se poser. Il y a la question de l'indépendance. C'est pour ça que moi, aussi bizarre que cela puisse paraître, moi, je n'ai aucun problème avec la rébellion. Il le faut. Même si c'est clair que ça va leur coûter ce que ça va leur coûter à certains présidents qui sont rebellés, notamment Samuel Eto'o, le président de la fédération sénégalaise, me semble-t-il aussi le président de la fédération ivoirienne. Il faut qu'il le fasse. Il faut qu'à un moment donné, que les voix se lèvent pour mettre fin à cette hégémonie de la FIFA sur le football africain. Quand vous regardez l'Euro ou la Champions League, est-ce que vous voyez le président Gianni Infantino faire les discours? Il y a une compétition comme la CAF, la CAN, organisée par la CAF en Afrique. Cérémonie d'ouverture, on n'a pas le discours du président de la CAF, on n'a pas le discours des présidents des présidents africains, mais on a le discours de Gianni Infantino. Est-ce que vous avez déjà vu ça à l'Euro? Jamais. Gianni Infantino n'a jamais présidé la cérémonie d'ouverture et de clôture de l'Euro ou de la Champions League. Pourquoi c'est lui de la Champions League européenne? Pourquoi il doit venir le faire en Afrique? Pourquoi on doit laisser ce genre de choses se faire? Et ça, c'était des choses qui ne pouvaient jamais arriver sous l'ère Issa Hayatou. Il y avait une collaboration. Je dis bien une collaboration, pas une domination, une collaboration
entre la FIFA de Sepp Blatter avant de Avalanche, lorsque Avalanche est parti, Sepp Blatter est arrivé, il y avait une collaboration entre Sepp Blatter et Issa Hayatou. Il n'y avait pas une domination. Et Issa Hayatou était le premier vice-président de la FIFA. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'il y a eu le FIFA Gate, c'est Issa Hayatou qui a présidé la FIFA pendant au moins ces 6 mois. Donc, c'est de se poser les bonnes questions. C'est de se dire, est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'un président de la CAF qui soit capable de préserver l'indépendance de la Confédération africaine de football prônée depuis 1956 lors du congrès de la FIFA de Lisbonne jusqu'au départ de Issa Hayatou. Voilà les questions qu'il faut pouvoir se poser aujourd'hui. Voilà aujourd'hui où doit être dirigé. Il y a cela, et puis l'indépendance financière. Parce que tant qu'on va toujours dépendre des sponsors extérieurs, des mécanismes de financement extérieurs, on va toujours être les petits toutous, entre guillemets, de l'Occident et justement de ces désidératas. Donc, moi, voilà un peu ce que je voulais dire sur cette question-là. Peut-être on aura l'occasion de revenir dessus forcément à l'apparition de mon livre sur lequel je suis en train de travailler à la publication. Il y a donc les 30 glorieuses d'Issa Hayatou. Il faut rappeler que c'est tout un écosystème, les 30 glorieuses d'Issa Hayatou. Il y a le livre, que vous pouvez, tel que vous le voyez là. Il y a un documentaire de 5 épisodes qui sont diffusés. Je suis en train de négocier avec le diffuseur actuellement. Il y a également une université en ligne qu'on va mettre sur pied justement dans le cadre de la gouvernance du football africain. Parce que le vrai problème aujourd'hui, on dit, oui, Issa Hayatou a fait ça, mais malheureusement, il n'a pas laissé d'héritage. Il n'a pas laissé de mémoire. Il n'a pas laissé. Oh, j'ai eu pendant 8 ans l'occasion d'étudier justement son magistère. Et c'est ce que je résume dans ce livre-là. Et derrière, justement, il y a une académie qu'on va mettre en ligne pour former les jeunes Africains sur la gouvernance du sport international. Parce que c'est bien beau aujourd'hui de dire il faut ceci, il faut cela, mais c'est aussi bien de pouvoir avoir la maîtrise de ces sujets, de recycler les dirigeants du sport africain, de fabriquer les dirigeants africains de demain, de partager l'histoire de la gouvernance du sport africain. Donc, c'est à travers cette académie-là, on aura également des masterclass pardon, que nous allons donner justement dans le cadre de cet écosystème, les 30 glorieuses d'Issa Hayatou. Donc, comme je le dis en résumé, il y a l'ouvrage, il y a la série documentaire de 5 épisodes, il y a l'académie en ligne que nous avons baptisée African Governance Sport Academy. Et donc, on a également les masterclass qu'on va donner dans certaines universités. Il y a certains webinaires qu'on va également donner sur les questions de la gouvernance du sport pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. Je vais partager avec vous ma petite expérience de pratiquement 15 années quand même. Ça fait 15 années que je gravite autour de la gouvernance du football international. Et j'ai eu la chance, et je dis merci à Dieu pour cela, j'ai eu la chance d'occuper différents postes. J'ai été chroniqueur sportif, j'ai été journaliste sportif, j'ai été responsable communication des clubs au niveau local à tous les échelles. J'ai organisé des événements nationaux sportifs, j'ai organisé des événements internationaux, notamment le CHAN, la CAN féminine. Aujourd'hui, je travaille sur l'organisation de la Coupe du monde aux États-Unis. Donc, cette petite expérience-là, je vais, à travers cet écosystème-là, partager avec les uns et les autres, expliquer pourquoi ça a marché. Parce que c'est très important. On peut dire, oui, Issa Hayatou a fait ci, Issa Hayatou a fait ça, mais qu'est-ce qui a fait que ça marche? Et pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? C'est ce que j'ai appelé justement, c'est une théorie que j'ai appelée la matrice 2 par 3, qui repose justement sur un principe qui démontre que la gouvernance repose sur 2 facteurs fondamentaux. Il y a ce que j'appelle le facteur politique, les alliances politiques, la vision, les combats politiques. Et le deuxième, qui est donc le pilier managérial, donc notamment les résultats sportifs, le financier et l'organisation des événements. Donc, maîtriser la gouvernance signifie avoir une connaissance holistique sur la vision internationale du football. Donc, je partagerai cela avec vous dans les prochains jours. Et justement, on reviendra en fonction de l'évolution de la situation au niveau de la CAF et au niveau des autres instances internationales. On fera des lives comme ceci pour partager les uns avec les autres, justement, sur la vision
futuriste que nous voulons apporter justement au football africain et au football mondial. Donc, merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous aurez l'occasion de poser les questions, notamment dans le replay. Vous aurez l'occasion de poser les questions dans le replay. Et ces questions-là, nous allons répondre également en différé. Je vais checker rapidement les conversations pour savoir s'il y a des replays. S'il n'y en a pas, ce ne serait pas grave. OK. OK. Donc, alors, commentaire. Alors, est-ce que j'ai des questions? Peut-être j'ai des réactions. Je vais lire certaines réactions sur Facebook. Bon, on parle de quoi ici? Bon, ça, c'est Yves Benetton-Seké. C'est un de mes amis de très, très longue date, spécialiste dans les questions de finances internationales, de finances personnelles, même d'ailleurs, de finances de sport également. On a travaillé sur certains projets de finances de sport. Yves Benetton-Seké, que je vous invite à suivre. On a Marou Marou, écoutez, puisqu'on parle encore. Voilà, on a Herbert Damas, donner l'affaire à Eto'o. OK. C'est votre point de vue, mais je crois qu'il développe plus bas. Il dit la CAF, c'est plus de 50 fédérations. Le président de la CAF actuel a été positionné par le président de la FIFA pour les prochaines élections. Il doit mettre en vitrine pour bénéficier des voix des Africains et aux élections prochaines. C'est très, très pertinent. Merci beaucoup à Herbert Damas. Ce que vous dites est hyper pertinent et je vais prendre peut-être deux minutes pour développer dessus. Alors, et puis je vais répondre à votre question. Oui, ce que vous dites est très pertinent. La CAF aujourd'hui, c'est 54 fédérations. Il n'y a pas une confédération au monde qui ait plus de membres que la CAF. L'Europe, c'est plus ou moins une quarantaine, une cinquantaine, mais sauf que l'Europe ne vote pas en bloc. Ça, c'est l'avantage. C'est pour cela que Issa Hayatou et Sepp Blatter se tenaient. Parce que Sepp Blatter, Issa Hayatou partait du principe selon lequel, oui, vous voulez être président de la FIFA, vous avez besoin de l'Afrique. Si vous mettez l'Afrique en dehors des programmes de développement, si vous traitez l'Afrique d'une certaine manière, on ne vous donnera pas nos voix. Et ça marchait. Pareil avec Avalanche, c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque Avalanche arrive en 1905, Avalanche arrive en 1976. Le président de la FIFA à l'époque s'appelle Stanley Rous, raciste jusqu'à la moelle épinière. Stanley Rous déteste l'Afrique. Stanley Rous n'aime pas entendre parler des Noirs. Et du coup, il s'en fout de l'Afrique. Par contre, Avalanche, lui, il a vu ce que explique tout à l'heure Herbert Damas. Il sait que l'Afrique, les pays africains sont en train d'obtenir leur indépendance. Il y a certains pays, par exemple les pays lusophones et les pays anglophones, qui n'ont pas encore obtenu leur indépendance en 1976. Mais il sait que l'Afrique va représenter le plus grand contingent de vote. Il va en Afrique, il rencontre les présidents, il rencontre les ministres des sports, il rencontre les présidents des fédérations. Et c'est comme ça qu'il réussit justement à acquérir les votes des Africains. Les Africains votent pour lui et les Africains dégagent Stanley Rous en 1976. Et lorsqu'il dégage, à l'époque, le président de la CAF s'appelle Yitekachu Tessema, l'Éthiopien dont on a parlé tout à l'heure. Et Tessema fonctionne déjà sur le même modèle en lui disant, si tu traites l'Afrique d'une certaine manière, on ne te donne pas nos voix. C'est pour cela qu'il faut une rébellion actuellement à la CAF. S'il n'y a pas de rébellion, moi personnellement, je ne suis pas très fan de Samuel Eto'o à 100%, mais je suis d'accord avec la rébellion que veut monter Samuel Eto'o et les autres. Il faut qu'on montre à la FIFA que vous avez besoin de nous. Ce n'est pas nous qui avons besoin de vous. Vous avez besoin de nos voix. 54 voix sur 211, ça représente le quart, écoutez bien, le quart des voix de la FIFA. Le quart. Et d'ailleurs, c'est pour cela que l'Afrique n'a pas blagué lorsqu'il s'agissait de donner les places. Issa Hayatou, lors des batailles, une fois qu'on a imaginé que la Coupe du Monde pouvait passer à 48 équipes, l'Afrique a dit on veut le quart. Et c'est ce qui s'est passé. L'Afrique aujourd'hui a plus ou moins le quart, avec pratiquement 10 places à la Coupe du Monde. Personne ne pouvait imaginer. Rendez-vous compte d'un fait. En 1966, l'Afrique avait 0 place à la Coupe du Monde. 0. C'est-à-dire qu'elle devait jouer un barrage contre l'Océanie, l'Asie et tout. Et aujourd'hui, en 2026, l'Afrique a 10 places à la Coupe du Monde. Ça, c'est le travail qui a été mené justement par les pères fondateurs. Ok, donc la question, je vais répondre aussi à la question. Selon toi,
qui serait le meilleur profil pour le remplacement du docteur Motsepe à la présidence de la CAF? Je vous avoue que c'est une question très difficile à répondre. Par contre, si je me base sur la théorie que je viens d'évoquer, le théorème qui est justement l'élément sur lequel repose mon livre, il y a 6 critères, 6 que je mets en avant. Les 6 critères reposent sur 2 piliers. J'ai dit, il y a le pilier politique et il y a le pilier managérial. Et dans chacun des piliers, il y a 3 axes. Le premier, le pilier politique, déjà, il faut les alliances. C'est pour ça que je suis d'accord avec la rébellion. Parce que la rébellion signifie quoi? C'est la capacité de pouvoir monter des alliances. Si vous dites aujourd'hui, OK, le président de la CAF aujourd'hui, c'est Patrice Motsepe. Si on veut le renverser, il nous faut avoir automatiquement, sur 54 divisé par 2, ça fait 27. Disons à tout casser, il faut 30 fédérations. Voilà ce qu'il faut. Pour dégager Motsepe, il faut 30 fédérations. Pas plus, pas moins. Alors, disons, si, première chose, c'est votre capacité à pouvoir mettre 30 fédérations derrière vous et dire, écoutez, parce que si on est 30, on dégage Motsepe, on dégage la FIFA. C'est un discours qui peut porter. Donc oui, il faut une personne qui soit capable de porter ce discours, d'aller rencontrer les présidents, qui a l'aura internationale pour pouvoir aller dans n'importe quelle fédération africaine, de discuter avec les présidents des fédérations et leur dire, écoutez, si on arrive à être 30, on dégage Motsepe et on dégage la FIFA. Première chose. Mais pour ça, il faut comprendre également comment fonctionnent ce qu'on appelle dans le domaine du football international les unions zonales. En Afrique, on a plus ou moins 6 unions zonales. Les unions zonales, ce sont les regroupements des fédérations selon leur zone géographique. En Afrique du Nord, on a ce qu'on appelle l'UNAF, donc l'Union des nations de football du Nord. En Afrique de l'Ouest, on a deux unions zonales. On a l'UFOA A et l'UFOA B. En Afrique centrale, on a l'UNIFAC. En Afrique du Sud et en Afrique de l'Est, on a ce qu'on appelle le COSAFA. Donc, il faut comprendre comment fonctionnent ces unions zonales-là. Quel est le discours qui leur parle? De pouvoir dire, par exemple, aujourd'hui, OK, nous, on s'est rendu compte, par exemple, il y a les pays de ce qu'on appelle les pays des Grands Lacs. Ils n'ont pas organisé la CAN depuis. Les pays du Grand Lac, c'est le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la RDC et tout cela. De leur dire, écoutez, nous, on peut vous donner l'organisation de la CAN. Par exemple, si on réussit à prendre ça, on peut vous donner ceci, on peut vous donner cela. Donc, il y a les alliances. La deuxième chose, c'est la vision. Quelle est la vision qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on a un président aujourd'hui qui est capable d'avoir une vision futuriste du football africain au vu des avantages que le football africain démontre? Nous avons aujourd'hui les audiences. Nous avons aujourd'hui une confédération, une CAN qui rapporte énormément en termes de sponsors, en termes d'audience. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a une vision qui soit capable de porter cela? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de pouvoir les combats, savoir mener les combats. Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a quelqu'un, un profil qui soit capable de mener des combats sans avoir peur des représailles? Voilà le premier pilier que j'ai appelé le pilier politique. Le deuxième pilier qui est le pilier managérial, première chose, la gestion financière. Est-ce qu'on a quelqu'un qui soit capable de lever les ressources financières? Est-ce qu'on a quelqu'un qui soit capable aujourd'hui d'aller se dire, d'aller toquer à une porte pour pouvoir dégager les ressources financières? Parce que si vous dites que vous voulez avoir 30 fédérations derrière vous, il faut financer ces fédérations-là. Il faut leur dire, écoutez les gars, je suis capable de vous proposer un projet de développement à hauteur de, je ne sais pas moi, de 50 millions de dollars, par exemple. Centre de formation, centre d'excellence, de je ne sais pas moi. Il y a ça. Deuxième chose, dans le volet managérial, les résultats sportifs. Est-ce qu'on a un président qui soit capable aujourd'hui de permettre à l'Afrique, dans quelques mois là, nous allons aller jouer la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir un président qui soit capable de porter le résultat de telle sorte qu'au moins 2 ou 3 pays africains accèdent au quart de finale ou peut-être aux demi-finales, ou 2 accèdent aux demi-finales? Ce genre de choses, ce genre de trucs. Est-ce qu'on peut aller sur cette approche-là? La troisième, ça c'est le volet sportif. Le troisième, c'est au niveau événementiel. Est-ce qu'on a quelqu'un qui soit capable de repenser l'événementiel africain? Amener les gens à comprendre la dimension de la CAF. Et quand je parle de la CAN, bien sûr, de ramener notre CAN à 2 ans, ne pas la toucher, parce que depuis 1957, on ne l'a jamais touché. Ne pas toucher notre CAN. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit capable de dire, laisser notre CAN tous les 2 ans? Si on a quelqu'un qui remplit ces 6 critères que je viens d'évoquer, forcément, c'est le profil. Et je ne vais pas mentir, il faut que je sois très honnête. Si je suis d'accord et honnête envers moi-même sur les critères que je viens d'évoquer, ce que dit Hubert Damas a du sens. Oui, Samuel Eto'o répond quand même à quelqu'un, au moins
au moins à 75% des critères que je viens d'évoquer. Ça, il faut que je sois très sincère. Je peux avoir des doutes sur les résultats sportifs parce qu'avec la FECAFOOT, ça ne se voit pas. Je peux avoir des doutes sur les résultats financiers parce qu'avec la FECAFOOT, ça ne se voit pas. Mais je pense que Samuel Eto'o répond clairement je n'ai pas peur de le dire, je le dis, je dis pour ce qu'il faut à la CAF. Parce qu'il faut dire que les combats de la FECAFOOT ne sont pas les combats de la CAF. Les combats de la FECAFOOT sont différents. Et même à la FECAFOOT, il a eu des combats que je dois avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il a gagné. Il a gagné certains combats face au ministère des Sports, face à la FIFA, parce que la FIFA ne voulait pas qu'il soit élu. Peut-être j'aurai un jour l'occasion de faire un live pour vous expliquer justement l'élection de Samuel Eto'o, step by step. Comment ça s'est passé? Comment on fait pour être président de la FECAFOOT? Que vous compreniez un peu quels ont été ces combats. Le gouvernement, même à l'époque, une partie du gouvernement ne voulait pas de lui comme président de la FECAFOOT, c'est clair. Mais il a réussi à gagner ces combats-là. On doit être honnête de le reconnaître. On doit pouvoir le dire. Oui, donc oui, Samuel Eto'o, oui, pourquoi pas, c'est un profil. Didier Drogba, oui, c'est un profil. Mais c'est des profils. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des profils. Il y a des profils qui, s'ils se mettent même encore ensemble, bon, ça peut créer un impact. Moi, je pense que si on est dans une configuration où certains anciens footballeurs qui aujourd'hui sont des dirigeants, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Adebayor, je ne sais pas moi, ici, Stephen Keshi et tout, se réunissent et se disent, OK, est-ce qu'on pense que le football africain doit rester indépendant comme l'avaient prévu les pères fondateurs? Je vous l'ai dit, l'un des pères fondateurs de la CAF, Yitnekachu Tessema, était un ancien footballeur, joueur professionnel du club Saint-Georges d'Addis Abeba et joueur international éthiopien. Donc, c'est quelqu'un qui non seulement maîtrisait les dossiers, mais maîtrisait également le football sur le terrain. Donc, oui, on peut avoir une coalition comme celle-là. Et Samuel Eto'o, n'ayons pas peur de le dire, il a l'aura aujourd'hui de pouvoir prendre son jet privé, d'aller dans un autre pays, discuter avec un président de fédération, lui dire, moi je peux, allons-y. Mais pour ça, il lui faut au moins 30 fédérations sûres. Parce que si tu as 30 fédérations sûres, tu dégages Motsepe, tu dégages Gianni Infantino, et tu dis à Gianni Infantino, maintenant que je t'ai dégagé, j'ai 54 fédérations qui m'appartiennent. Si tu veux que les choses se passent, désormais, tu vas faire comme nous, l'Afrique, on veut que tu fasses. Pas comme toi, tu veux. C'est très faisable. C'est très, très faisable. Du point de vue de la gouvernance du sport international, c'est très faisable. Je ne sais pas si on a d'autres questions. C'est vrai que j'aurais aussi pris certaines questions sur YouTube. Je ne sais pas s'il y a des questions sur YouTube. Je vais aussi aller vite fait sur YouTube pour voir si on a des questions. Si on n'en a pas, on va devoir mettre un terme à ce live qui a duré quand même une bonne heure. C'était très important pour nous de revenir justement sur ces éléments-là pour que les uns et les autres puissent comprendre en réalité où est-ce qu'on est en train d'aller, quelle est la vision qu'on veut donner aujourd'hui à notre football. Donc pour l'instant, on n'a pas de questions sur YouTube. On n'a pas de questions sur YouTube, donc c'est bon. Donc voilà, peut-être Facebook, dernière question avant qu'on ne se suit pas. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont pris part. Merci à tous ceux qui ont pris part à ces échanges-là. C'était très important pour nous de pouvoir véritablement creuser le sujet et d'amener les uns et les autres à comprendre où se trouve aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la gouvernance du sport, du football africain et quelles sont les perspectives qui puissent nous permettre véritablement de donner une véritable vision de notre football. Je rappelle encore que très bientôt, j'avoue, je n'ai pas encore déterminé la date, je réfléchis encore sur une date symbolique. Mais si j'avais dû publier avant, j'aurais publié probablement le 8 février, pour 2 raisons. Parce que le 8 février, d'abord, c'est mon anniversaire. Donc merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Mais parce que le 8 février aussi, c'est l'anniversaire de la CAF. Ouais. La CAF a été créée le 8 février 1957 au Grand Hôtel de Khartoum. Donc, j'aurais publié ce livre-là le 8 février. Mais il y a aussi d'autres dates. Par exemple, la date du décès de Issa Hayatou, qui est le 24 août, qui est aussi une date très symbolique. J'aurais aussi pu le faire, mais je n'ai pas envie de créer un rapport direct entre la personne et le manager qu'il fut. Donc, on verra aussi ça.
Je réfléchis encore sur une date symbolique, mais tout est déjà prêt. Le livre a déjà été écrit. On travaille déjà avec avec la maison d'édition sur, sur ce qu'il y a à travailler. Le documentaire a déjà été réalisé. On a déjà réalisé 3 épisodes sur les 5 épisodes. Et c'est déjà du lourd. On aura peut-être l'occasion de revenir. La plateforme, l'académie de gouvernance internationale du sport africain est aussi en train d'être finalisée en ligne. Et puis les masterclass, on a déjà rédigé toutes les masterclass et les webinaires. On va également, il faut juste maintenant placer ça sur une date. 2026 sera une année véritablement, je l'espère, très fructueuse pour la gouvernance du sport africain. On va partager un peu de connaissances, on va échanger, on va rendre les choses beaucoup plus interactives pour que les uns et les autres puissent vraiment se sentir concernés par les projets. Donc, merci à tous ceux qui ont pris part à cet échange. Merci vraiment à vous, Herbert Damas. N'hésitez surtout pas de nous contacter pour, pour quoi que ce soit. Franck Ghislain Nguyen est sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur absolument tous les réseaux sociaux. Et voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver et prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.